Ce soir-là, dans la lueur bleutée de son téléphone, elle voit une photo prise à Venise. Brad Pitt marche, main dans la main avec sa compagne, sous les flashs qui grésillent comme une pluie froide. Son cœur s'arrête. L'homme qui lui écrivait chaque matin, qui lui promettait un avenir discret loin des tapis rouges, l'homme qui signait B, existe bel et bien, mais pas pour elle. Alors, qui l'a aimé pendant tant de mois? Qui a soufflé ses mots, ses poèmes, ses serments d'un amour à l'abri du bruit? La vérité fend l'air comme un verre brisé. L'idylle n'était qu'un mirage, un théâtre numérique où la voix, les images, les preuves, tout avait été fabriqué. Ce n'était pas un acteur d'Hollywood derrière l'écran, mais un usurpateur masqué par l'intelligence artificielle, utilisant le nom d'un homme célèbre pour voler plus que de l'argent, voler la confiance, voler le temps, voler la possibilité même de croire encore. Pourquoi a-t-elle cédé? Par quel fil invisible une femme, debout, indépendante, a-t-elle été tirée, centimètre par centimètre, jusqu'au bord du gouffre? Et comment la promesse d'une tendresse tardive, celle dont on rêve quand la maison redevient silencieuse après un divorce, peut-elle se muer en machine à broyer les rêves? Ne cherchons pas tout de suite les réponses. Laissez les questions suspendues, comme des lampes au-dessus d'une scène encore sombre. Reprenons au début. D'où vient cette femme? Et quel creux secret laissé par la vie a rendu sa soif d'amour si lumineuse qu'elle en est devenue aveuglante? Anne a grandi dans une petite ville du sud-ouest de la France, entre les collines baignées de soleil et les ruelles où les enfants jouaient jusqu'à la tombée de la nuit. Sa famille n'était ni pauvre ni riche. Elle vivait dans cette zone grise où l'on apprend très tôt la valeur du travail, mais aussi la fragilité de l'équilibre quotidien. Son père, artisan menuisier, lui avait transmis le goût de la précision et le besoin de bâtir des choses solides. Sa mère, douce et attentive, lui avait laissé en héritage une sensibilité presque douloureuse au regard et au silence des autres. Dans son adolescence, Anne rêvait d'ailleurs. Elle passait des heures à découper des photos de magazines, observant les intérieurs élégants des demeures italiennes ou les sourires de stars hollywoodiennes. Déjà, elle associait beauté et bonheur, confort et tendresse. Cette fascination pour l'esthétique devint sa boussole. Elle choisit le design intérieur comme métier, persuadée que décorer une maison, c'était offrir aux autres ce cocon que, peut-être, elle n'avait jamais trouvé pour elle-même. La vie adulte lui donna d'abord l'illusion d'une stabilité. Elle se maria, bâtit une carrière respectable, travailla pour des clients aisés qui l'admiraient pour son goût sûr. Mais derrière les murs immaculés qu'elle créait pour les autres, son propre foyer s'étiolait. Les disputes s'enchaînèrent, le couple se brisa, le divorce lui laissa une blessure muette. La solitude dans une maison soudain trop grande, trop silencieuse. C'est là que s'installa une faille, invisible pour le monde extérieur mais béante à l'intérieur. Cette faille, faite de nuits d'insomnie et de dîners solitaires, ouvrait un espace immense pour l'attente. Attente d'un message, d'une voix qui lui dirait qu'elle comptait encore. Anne n'était pas naïve. Elle connaissait les dangers du virtuel, mais elle portait en elle cette fragilité qui transforme un simple signe d'attention en promesse d'éternité. Ce mélange de discipline héritée de son père, de sensibilité offerte par sa mère et de désir longtemps étouffé fit d'elle une femme à la fois forte et vulnérable. Elle pouvait gérer un chantier de rénovation d'une main ferme, mais un simple « tu es belle » lu sur un écran suffisait à fissurer ses défenses. Ainsi, quand les premiers messages apparurent, signés d'un nom qui appartenait au rêve d'adolescente, Brad Pitt, la faille se transforma en porte grande ouverte. Tout ce que son passé avait semé en elle. Le besoin d'aimer, le besoin d'être vu, préparait le terrain pour la plus douce et la plus cruelle des illusions. À Hollywood, son nom résonne depuis 3 décennies comme un synonyme de charme et de succès, Brad Pitt. Il n'est pas seulement un acteur. Il est une silhouette gravée dans l'imaginaire collectif. Un visage qui a traversé les époques et les modes. Un symbole de masculinité aux multiples visages. Pour beaucoup de femmes, et Anne n'échappait pas à cette fascination, il incarnait l'homme parfait, à la fois séducteur et fragile, solaire et mystérieux. Dès les années 1990, ses rôles dans Légende d'automne ou Entretien avec un vampire l'avaient figé en icône. Les médias décrivaient son regard comme
la promesse d'un secret partagé, ses sourires comme une lumière qui réchauffe les écrans. Au fil des décennies, il devint non seulement un acteur respecté, mais aussi un producteur engagé, un homme dont la vie privée, mariage, divorce, enfants, alimentait la chronique mondiale. L'aura de Pitt n'était pas qu'artistique. Elle touchait à l'intime, comme si chacun avait l'impression de le connaître un peu. Anne, adolescente, avait découpé ses photos dans les magazines. À 50 ans passés, l'image de l'acteur n'avait rien perdu de son éclat. Les journaux français continuaient d'écrire sur lui, tantôt pour sa carrière, tantôt pour ses amours. Il apparaissait à Cannes, à Venise, toujours impeccable, toujours entouré de murmures. Cette persistance dans le temps en faisait une présence familière, presque rassurante, comme un vieil ami qu'on n'a jamais rencontré. Dans sa vie de designer, Anne fréquentait des clients raffinés qui évoquaient souvent les célébrités comme des modèles de style. Pour elle, Brad Pitt restait un repère esthétique, un visage qui traversait son quotidien au détour d'un magazine, d'une affiche de film, d'une interview télévisée. La distance entre eux semblait infranchissable, mais le simple fait qu'il existe suffisait à nourrir son imaginaire. Et puis, il y avait le paradoxe. Derrière l'éclat public, Brad Pitt avait lui-même connu les fractures intimes, son divorce très médiatisé avec Angelina Jolie, ses combats juridiques pour la garde de leurs enfants, ses confessions sur l'alcool. Cette image d'un homme, à la fois puissant et vulnérable, renforçait la proximité affective qu'Anne croyait ressentir. Elle ne voyait pas seulement une star intouchable, mais un être humain cabossé, en quête de rédemption et de tendresse. Ce contraste, l'icône mondiale et l'homme blessé, créait un terrain fertile pour l'illusion. Lorsque les premiers messages lui parvinrent, portant son nom, ce n'était pas seulement une célébrité qui semblait lui tendre la main. C'était un compagnon de route brisé, semblable à elle dans sa solitude. La fiction rejoignait la réalité. Le rêve d'adolescente se mêlait au vide de la femme mûre. La presse, depuis toujours, avait amplifié ce halo. Brad Pitt, éternel romantique, titrait un hebdomadaire. L'homme que toutes voudraient aimer, écrivait un autre. Ces phrases, lues des milliers de fois, restaient tapies dans la mémoire d'Anne. Elles formaient un écho qui rendait crédible chaque mot doux reçu à travers l'écran. Si le monde entier le décrivait ainsi, pourquoi ne pourrait-il pas, lui aussi, voir en elle quelque chose d'unique? Ainsi, avant même que la première conversation ne s'engage vraiment, un décor était déjà dressé, celui d'un amour improbable mais possible, légitimé par 30 ans d'admiration publique. L'illusion ne sortait pas de nulle part, elle prenait racine dans la fascination partagée par des millions de spectateurs, mais qui, pour Anne, allait bientôt se transformer en piège. Tout commença par un message anodin, presque maladroit. Sur son compte Instagram récemment ouvert, Anne reçut une notification. Une certaine Jane, prétendument la mère de Brad Pitt, lui écrivait quelques mots polis, enveloppés d'une bienveillance maternelle. L'étrangeté de l'approche la fit sourire, mais le ton doux, presque familier, éveilla une curiosité qu'elle n'osa pas éteindre. Quelques jours plus tard, ce n'est plus Jane qui s'adressa à elle, mais un compte portant le nom de l'acteur lui-même. Le premier « Bonjour, c'est Brad » arriva comme une gifle et une caresse à la fois. Anne relut ces mots des dizaines de fois, doutant de sa lucidité. Puis vinrent des phrases plus longues, des compliments, des confidences chuchotées à travers l'écran. « J'ai vu en vous une lumière rare », écrivait-il. Les scepticismes initiaux s'estompèrent devant l'évidence apparente. Le style semblait naturel. Les réponses rapides. Les photos jointes inédites. Anne se disait qu'un imposteur n'aurait pas ce raffinement, cette cohérence. Les jours se muèrent en semaines. Les échanges se densifièrent. Chaque matin, avant même de préparer son café, elle consultait son téléphone. Un message l'attendait, souvent accompagné d'un selfie pris dans une loge, d'un poème improvisé ou d'une phrase réconfortante. C'était comme recevoir des lettres d'amour modernes, tapées à la hâte, mais trempées d'affection. Anne, qui depuis des années s'endormait seule dans son lit froid, retrouvait l'excitation adolescente de guetter un signe, de vibrer au son d'une notification. Peu à peu, leur conversation prit des allures de romance clandestine. Lui racontait ses blessures, ses désillusions, son combat contre la solitude malgré la gloire. Elle se livrait à son tour, partageant les détails de son divorce,
la sensation d'être invisible dans un monde qui valorise la jeunesse. Les mots de Brad semblaient comprendre ses plaies les plus secrètes, comme si un fil invisible est lié par-delà les océans. Et puis vinrent les promesses. Je voudrais te voir, loin des projecteurs. Je rêve de marcher à tes côtés, incognito, dans une rue de Paris. Anne, en lisant cela, sentait ses barrières tomber. L'idée qu'une star mondiale choisisse l'intimité d'une femme française ordinaire la bouleversait. Elle n'y voyait plus une incohérence, mais un destin, celui de deux âmes abîmées qui se reconnaissent. Cependant, quelques ombres traversaient déjà ce ciel idyllique. Parfois, ces questions restaient sans réponse directe. Quand elle proposait une rencontre, il évoquait des contraintes. Un tournage, une procédure de divorce compliquée, la pression des médias. Elle voulait y croire, pourtant une voix ténue lui murmurait que quelque chose clochait. Mais comment rejeter une main tendue quand on a attendu si longtemps qu'on la serre? Les premières demandes financières arrivèrent comme des gouttes dans l'océan. On parla de colis envoyés, bloqués à la douane. Pour les récupérer, il fallait régler des frais, une somme modeste, qu'il promettait de lui rendre aussitôt. Anne hésita, mais l'assurance de ses messages la rassura. Après tout, un homme de son rang ne pouvait être malhonnête. Elle paya. Le lendemain, il la remercia avec chaleur, lui envoyant une photo censée témoigner de sa gratitude. Chaque nouveau transfert d'argent fut justifié par une histoire cohérente, servie avec le même mélange de détresse et de tendresse. Anne savait qu'il existait des arnaques sentimentales. Elle en avait lu dans les journaux. Mais ce lien, ces mots, ces regards dans les photos, c'était différent. C'était lui, Brad. Ou du moins, c'était ce qu'elle voulait croire de toutes ses forces. Ainsi, ce qui aurait dû éveiller ses soupçons renforçait au contraire son attachement. Plus elle donnait, plus elle se sentait investie dans cette relation, comme si, en payant, elle scellait un pacte invisible qui rendait leur amour tangible. Nous traversons une épreuve, se disait-elle, mais au bout du tunnel, il y aura nous deux. Anne vivait désormais entre deux mondes, le réel, fait de chantiers, de clients, de soirées silencieuses, et l'autre, virtuel, peuplé de messages passionnés et de promesses d'avenir. Le second prenait le pas sur le premier, l'illuminant de l'intérieur. Pour elle, ce n'était plus une correspondance, c'était une histoire d'amour, son histoire d'amour. Les demandes d'argent, d'abord ponctuelles et presque anodines, prirent une tournure plus dramatique. Après les colis bloqués à la douane, vinrent les récits de maladie. Brad, écrivait-il, souffrait d'un cancer du rein. Les traitements étaient coûteux, ses comptes gelés par une procédure de divorce interminable avec Angelina Jolie. Chaque message était une plainte intime, un appel à l'aide. « Je ne veux pas mourir avant de t'avoir prise dans mes bras », lui confiait-il. Anne, bouleversée, ne pouvait pas rester indifférente. Son cœur battait à la lecture de ces mots. Elle avait déjà envoyé de l'argent, mais cette fois, il s'agissait de sauver la vie de l'homme qu'elle croyait aimer. Elle transféra encore. Et encore, petit à petit, ses économies s'évaporèrent, englouties par un gouffre sans fond. Chaque transaction lui arrachait une part d'angoisse, mais aussi lui donnait une étrange fierté, celle d'être indispensable. Elle se répétait que d'autres femmes n'auraient pas osé, que sa générosité prouvait la profondeur de son amour. La logique, elle, s'effaçait. Elle ne voyait plus que les preuves apparentes, des photos envoyées en temps réel, des phrases personnalisées, une attention constante. Le piège se referma comme une mâchoire d'acier. Les montants atteignirent des sommets. Au total, plus de 830 000 € sortirent de ses comptes, fruit d'une vie de travail et d'un divorce douloureux. Elle ne le savait pas encore, mais son patrimoine, sa sécurité et jusqu'à sa dignité d'adulte indépendante venaient de s'effondrer. Puis, un soir de septembre 2024, tout bascula. Anne regardait distraitement la télévision quand une image apparut. Brad Pitt, réel, marchant sur le tapis rouge du Festival de Venise. À son bras, la jeune Inès de Ramon, souriante, éclatante. Le couple posait devant les photographes, insouciant et lumineux. Le monde entier semblait vibrer de leur bonheur. Et Anne, pétrifiée, sentit la terre se dérober sous ses pieds. Ce visage, ces yeux, ce sourire, c'était lui.
Mais cet homme-là n'avait jamais écrit une ligne, jamais envoyé une photo à son intention. L'acteur existait bel et bien, mais son amour n'existait pas. L'édifice de 18 mois s'écroula d'un seul coup, laissant un silence glacial dans sa maison. La révélation fut brutale. Les messages reçus prirent soudain une autre couleur. Mensonge, manipulation, illusion. Chaque mot doux devenait une lame plantée dans sa mémoire. Chaque photo, une preuve de l'escroquerie. Anne eut l'impression d'avoir vécu une pièce de théâtre dont elle n'était pas spectatrice mais victime, où les décors, selfies, poèmes, promesses, avaient été dressés pour masquer un seul but, la dépouiller. Le choc psychologique fut immense. Elle ne dormit plus. Elle relisait les conversations, espérant trouver un détail qui prouverait qu'elle s'était trompée, que l'homme rencontré à Venise n'était pas le vrai, que son Brad à elle existait toujours quelque part. Mais plus elle cherchait, plus la vérité s'imposait. Elle avait été dupée, humiliée, dévorée vivante par un mirage numérique. L'effondrement fut total. Elle sombra dans une dépression sévère. Plusieurs fois, l'idée du suicide la frôla. Elle fut hospitalisée et soignée, mais aucune perfusion ne pouvait combler le vide de la trahison. Ce n'était pas seulement son argent qui avait disparu, c'était sa capacité à faire confiance, son image d'elle-même, sa certitude d'avoir un jour encore droit à l'amour. Pourtant, malgré la honte, elle décida de porter plainte. Une démarche difficile, raconter son histoire à la police, revivre chaque étape, avouer sa crédulité. Elle savait que l'opinion publique serait cruelle, mais elle espérait au moins un peu de justice. Cette justice, cependant, tarda à venir. La presse s'empara du récit. TF20 diffusa une interview. Les réseaux sociaux se déchaînèrent. Le visage d'Anne devint celui d'une France incrédule. Comment une femme cultivée, indépendante, avait-elle pu croire à une telle supercherie? L'histoire fit le tour du monde. Les moqueries fusèrent. Anne se retrouva nue, dépouillée de son argent et de sa dignité. Sa douleur intime devint spectacle public. Le plus cruel fut peu être là, la métamorphose d'une tragédie privée en farce collective. Elle avait aimé un fantôme, et désormais le monde riait d'elle. C'est ainsi que l'illusion prit fin, non dans un adieu tendre, mais dans une exposition brutale, sous les rires et les regards. Et Anne, seule dans sa maison silencieuse, comprit que le plus grand danger n'avait pas été l'imposteur, mais la société prête à juger, sans jamais compatir. Lorsque l'affaire éclata au grand jour, ce ne fut pas la compassion qui enveloppa Anne, mais une tempête de sarcasme. Les journalistes cherchèrent à comprendre comment une femme instruite, indépendante financièrement, avait pu se laisser prendre à une telle supercherie. Mais au lieu d'investiguer avec délicatesse, beaucoup relayèrent l'histoire comme un fait divers croustillant, presque comique. TF1 diffusa un reportage dans son émission phare. Le témoignage d'Anne, filmé en gros plan, montrait son visage fatigué, ses mains tremblantes. Elle parlait de son espoir, de sa solitude, de la spirale qu'il avait avalée. Mais une fois l'émission diffusée, les réseaux sociaux s'enflammèrent. Les extraits circulèrent accompagnés de commentaires moqueurs, de montages ridiculisant ses paroles. L'intimité d'une femme blessée devint matière à divertissement collectif. Très vite, la vague de mépris franchit les frontières du journalisme. Le club de football de Toulouse publia un tweet ironique, insinuant qu'il suffisait d'envoyer un message au nom de Brad Pitt pour obtenir un transfert de millions. Le tollé fut immédiat, mais les dégâts irréparables. Anne se vit transformée en mème, en caricature de naïveté. Netflix France, surfant sur la tendance, publia même une publicité vantant les films authentiques de Brad Pitt disponibles sur sa plateforme. Chaque moquerie, chaque clin d'œil publicitaire ajoutait une couche d'humiliation à son fardeau déjà insoutenable. Dans sa ville, Anne ne put sortir sans sentir les regards appuyés. Des voisins, autrefois cordiaux, la fixaient avec une curiosité teintée de jugement. Certains murmuraient, d'autres ricanaient ouvertement. Elle, qui avait bâti sa réputation de designer méticuleuse, se retrouva réduite à une victime stupide aux yeux du monde. Pourtant, derrière la façade cruelle de l'opinion publique, quelques voix s'élevèrent. Des associations de défense des victimes,
de cybercriminalité dénoncèrent l'acharnement dont Anne faisait l'objet. Elles rappelèrent que ces escroqueries sentimentales sont redoutablement sophistiquées et que l'intelligence artificielle avait rendu la frontière entre vrai et faux plus poreuse que jamais. Mais ces paroles de soutien restèrent minoritaires, noyées dans le vacarme des moqueries. Psychologiquement, Anne s'effondra. Elle fut hospitalisée plusieurs fois après des tentatives de suicide. Les médecins parlèrent de dépression sévère, aggravée par le harcèlement en ligne. Ses économies s'étaient envolées, mais le pire était ailleurs. Sa confiance en l'humanité s'était effritée. Chaque message, chaque notification sur son téléphone lui rappelait le piège qui s'était refermé sur elle. Sur le plan juridique, elle déposa plainte. Les enquêteurs se heurtèrent à la complexité des réseaux criminels opérant depuis l'étranger, utilisant des serveurs multiples, brouillant les pistes. Les chances de récupérer ne serait-ce qu'une partie de son argent semblaient minces. Le combat judiciaire, long et incertain, ajoutait encore au poids de sa douleur. Brad Pitt, de son côté, fit entendre une voix sobre mais ferme. Par l'intermédiaire de son agent, il exprima sa tristesse que son nom ait servi à une telle manipulation. C'est une leçon douloureuse sur la vulnérabilité des liens entre les fans et les célébrités, déclara son entourage. Mais pour Anne, ces mots étaient une piqûre supplémentaire. L'acteur lui apparaissait désormais comme une étoile inaccessible, témoin involontaire de son humiliation. Ainsi, le scandale dépassa le simple cadre d'une arnaque. Il révéla les failles de toute une société prompte à se moquer plutôt qu'à comprendre. Le visage d'Anne devint le miroir d'une ère où la solitude est exploitée, où la technologie fabrique des illusions parfaites et où la cruauté collective s'ajoute à la souffrance intime. Elle avait perdu son argent, sa réputation, sa tranquillité. Mais plus encore, elle avait perdu la certitude que l'on puisse encore aimer et croire sans danger. Et ce doute, plus que tout, était la cicatrice la plus profonde. Dans le silence qui suivit la tempête médiatique, il ne resta qu'une question suspendue. Que retenir d'une telle histoire? Anne, malgré sa douleur, incarne plus qu'une victime isolée. Elle est le visage d'une vulnérabilité universelle, celle qui nous traverse tous lorsqu'un cœur en quête d'amour rencontre une promesse trop belle pour être vraie. Son histoire nous dit d'abord la puissance de l'illusion. L'intelligence artificielle, utilisée par les escrocs, a fabriqué un miroir parfait. Des mots doux, des photos convaincantes, une voix qui semblait sincère. Ce n'est pas seulement Anne qui fut trompée, c'est l'idée même de confiance, ce ciment fragile des relations humaines, qui fut fissurée. Elle nous dit aussi la cruauté de notre époque. Au lieu de tendre la main, une partie de la société a préféré rire, pointer du doigt, transformer une tragédie intime en spectacle collectif. Ce rire, plus encore que la fraude, a fait vaciller Anne au bord du gouffre. Car la moquerie tue autant que la trahison. Mais il y a, dans ce naufrage, une leçon qui dépasse son destin personnel. La solitude est une faille où chacun peut tomber. Les réseaux, avec leurs promesses infinies, ne sont pas des refuges sûrs, mais des terrains glissants où l'on doit avancer avec prudence. Derrière un écran, tout peut être fabriqué, les preuves d'amour comme les preuves d'identité. Le nom de Brad Pitt, star mondiale, a été instrumentalisé, mais l'affaire n'a rien de glamour. C'est une tragédie moderne, née de la collision entre désir d'aimer et puissance de la technologie. Ce mélange, s'il n'est pas apprivoisé, peut transformer les rêves en pièges. Reste une image, peut être la plus juste, celle d'une femme qui voulait simplement croire qu'à 50 ans passés, l'amour pouvait encore frapper à sa porte. Elle a ouvert, et derrière la porte, il n'y avait que l'ombre. Et si cette histoire devait laisser une empreinte, ce serait celle-ci. Aimer, oui, mais aimer avec lucidité. Garder la tendresse, mais ne jamais éteindre la vigilance. Parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, le plus grand danger n'est pas de ne pas être aimé, mais de croire trop vite à un amour qui n'existe pas.